Bambey, messieurs les maires de Nangalma, de Ngogom, de Bambey et de Diourbel, monsieur le recteur de l'université de Thiès, messieurs les vice-recteurs de l'université de Bambey, monsieur le secrétaire général de l'université de Bambey, messieurs les directeurs du UFR, messieurs les directeurs de l'ISFAR et du CNRA, messieurs les inspecteurs d'académie de Diourbel, de Kaolack et de Fatick, monsieur l'inspecteur départemental de l'éducation de Bambey, monsieur le directeur du centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle, messieurs les directeurs centraux de notre université, monsieur le responsable administratif et financier du COUD, monsieur le président du conseil départemental de la jeunesse de Bambey, monsieur le président du conseil départemental de la jeunesse de Mbacké, messieurs les chefs de service départementaux du UFR de l'UADB, messieurs les chefs de village de Ndouti, Séguélem, Sindian, Ngogom et Bambey Serer, mesdames les membres du personnel d'enseignement et de recherche, mesdames, messieurs les membres du personnel d'administration technique et de service de l'université Alioune Diop, messieurs les présidents d'amicales d'étudiants de notre université et de l'université de Thiès, chères étudiantes, chers étudiants, chers élèves, honorables invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je voudrais à l'entame de mes propos souhaiter la bienvenue et exprimer ma profonde gratitude à toutes les autorités qui ont bien voulu nous honorer de leur présence en dépit de leur lourde charge. Je veux nommer monsieur le préfet du département de Bambey et toutes les autres autorités citées si haut. Je tiens aussi à souhaiter particulièrement la bienvenue aux élèves de terminale et les autres élèves et leurs vaillants professeurs encadreurs qui sont venus massivement des différents lycées du pays participer à cette journée porte ouverte de l'université Alioune Diop de Bambey. Je présente également mes vifs remerciements aux animateurs des panels, à savoir M. Mamadou Diouf, M. le docteur Serigne Ahmadou Gaye et M. Moustapha Djamil Diaw. Je leur souhaite la bienvenue. Je remercie aussi toute la communauté universitaire de l'UADB, les vice-recteurs, le secrétaire général, les directeurs du UFR, l'agent comptable, les directeurs centraux, les chefs de service des UFR ainsi que les autres membres du personnel administratif, technique et de service et aussi les membres du personnel d'enseignement et de recherche et tous les étudiants qui se sont mobilisés et qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie. Je remercie plus particulièrement la responsable du bureau d'accueil d'information et d'orientation BAIO de l'UADB, Madame Dien, avec le vice-recteur chargé des études, le professeur Sengan Bodj, et l'ensemble des membres de la commission d'organisation qui se sont donnés corps et âme, qui ont travaillé sans relâche pour la réussite de cette journée. Université de 3e génération entièrement conçue par l'expertise sénégalaise, l'université Alioune Diop de Bambey s'est engagée entièrement dans le système LMD, licence, master, doctorat, avec le basculement total de ses enseignements dans le LMD. En effet, toutes les formations à l'UADB s'inscrivent dans ce système LMD. L'université Alioune Diop de Bambey s'est aussi engagée résolument dans la réforme de l'enseignement supérieur avec l'application intégrale des directives présidentielles du 19 août 2013 relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, en faisant suite à la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur CNAES, organisée, vous le savez, en avril 2013.
À titre illustratif, la réorientation du système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie et les formations professionnelles courtes est déjà de rigueur à l'université Alioune Diop de Bambey, où l'offre de formation est basée sur les STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Toutes les licences et les masters à l'UADB ont une double orientation recherche et professionnelle. Certains masters sont totalement professionnels et durent entre 1 et 2 ans, tout comme certaines licences dont la durée est évidemment de 3 ans. Et la mise en place des écoles doctorales permettra bientôt de donner un nouvel élan à la recherche dans notre université. Les technologies de l'information et de la communication sont au cœur de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'amélioration de l'accès à l'enseignement supérieur et l'efficacité du système à l'université Alioune Diop de Bambey. À ce sujet, il me semble important de noter, par exemple, l'enseignement de l'informatique dans toutes ses diversités et à tous les niveaux, l'informatisation de la gestion administrative et pédagogique renforcée par notre propre logiciel, le LMD Pro, les cours en ligne qui se développeront à l'Institut de formation à distance à l'université Alioune Diop de Bambey, institut qui vient d'être mis en place. L'amélioration de l'infrastructure informatique en fibre optique et du réseau Wi-Fi au campus pédagogique et social, et le programme Un étudiant, un ordinateur. Nous profitons de cette occasion pour remercier le ministre de l'Enseignement supérieur qui nous a appuyés à mettre en place ces précieux outils de technologie de l'information, de communication. L'université Alioune Diop de Bambey, collée à son credo d'excellence, illustré par ses taux de réussite de promotion et d'encadrement, poursuit sa montée en puissance par la diversification des offres de formation et la formation à la recherche centrée sur l'innovation et les nouveaux enjeux du développement. Ce dynamisme a été impulsé par mes prédécesseurs, le professeur Abdallah Cissé et le professeur Matar Moursek, ici présent, à qui je rends un vibrant hommage. Ainsi, le développement de l'UFR Sciences appliquées et technologies de l'information et de la communication, de même que l'UFR Économie, Management et Ingénierie juridique et l'UFR Santé et Développement durable, sera renforcé et accéléré ces années. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette analyse montre tout l'intérêt que nous portons aux nouvelles filières dans l'offre de formation à l'UADB et l'attention particulière que nous accorderons aux conclusions des 3 panels de cette journée portes ouvertes dont les thèmes portent respectivement sur la transition lycée-enseignement supérieur, qui certainement intéresse beaucoup ce premier panel, les élèves ici présents, transition lycée-enseignement supérieur au Sénégal, politique, enjeux et défis. Le deuxième panel, quelle filière et quel métier d'avenir? Et enfin, le troisième panel de cet après-midi, ingénierie juridique, quelle perspective d'emploi? Nous osons espérer que les élèves de terminale, futurs bacheliers ici présents, et les élèves des autres classes et leurs alter ego qui auront certainement leur compte rendu, parce qu'ils n'ont pas pu venir avec vous, tireront profit de cette journée porte ouverte dont l'objectif est de permettre d'avoir une bonne connaissance de l'offre de formation à l'UADB et de bénéficier des conseils pour un meilleur choix des études, notamment concernant l'orientation à l'UADB après le baccalauréat. Je voudrais remercier avant de finir les autorités administratives de la région de Diourbel, en particulier le préfet ici présent qui, malgré son emploi du temps chargé aujourd'hui,
et pendant toute la semaine d'ailleurs, a pu dégager de son temps pour venir honorer de sa présence cette cérémonie. Je remercie également Monsieur le Préfet pour l'appui quotidien qu'il nous apporte dans l'exécution de nos fonctions et dans le déroulement des activités de notre université. Aux élèves, je voudrais dire que vous êtes aujourd'hui dans un lieu, dans une université où on n'accède qu'en travaillant et rien qu'en travaillant. Dans quelques mois, les élèves de terminale pourront entrer dans cette université. On y entre en travaillant, comme d'ailleurs dans toute autre université publique. Donc je vous encourage, l'année prochaine, vous prendrez la place des étudiants de première année d'ici ou des étudiants de première année d'autres universités. Vous devez y croire et en y croyant, vous allez certainement réussir. Je prie pour que Dieu vous accorde tous ces bienfaits pour que vous puissiez réussir avec brio votre baccalauréat. Je vous remercie de votre bien-aimable attention. Monsieur le recteur, monsieur le préfet du département de Bambey, monsieur le recteur de l'université Alioune Diop de Bambey, mesdames et messieurs, parce que si je me mettais en tout cas à citer chaque autorité ici présente, on en resterait longtemps. Et je voudrais dire en vos titres, grades et qualités, je vous salue tous. C'est un réel plaisir pour moi d'être là cet après-midi, pour plusieurs raisons. La première, c'est bien entendu pour tous les souvenirs que cela éveille à mon endroit. Parce que, comme vous le savez, bien entendu, j'ai été ici pendant un certain nombre d'années. Le plaisir de vous retrouver vous-même en tant qu'ami et frère, en tant que collègue recteur. Et je dois dire d'ailleurs, je suis présent ici au nom de l'ensemble des recteurs qui n'ont pas pu être présents cet après-midi avec vous. Il vous envoie en tout cas tous les remerciements pour les invitations, mais surtout toutes les félicitations pour la réussite, disons, de cette manifestation. Un plaisir, bien entendu, de retrouver les anciens étudiants, un plaisir de retrouver mes anciens collaborateurs, les anciens collaborateurs qui sont ici, et de dire que, véritablement, l'Université de Bambey, tout à l'heure, en écoutant bien entendu l'interview, j'entendais le vice-recteur dire que nous sommes une université en zone rurale. Effectivement, ce n'est pas toujours très commode, mais il n'y a pas d'inconvénient. Je pense même qu'il faut le transformer en un atout. Et j'entendais aussi le recteur dire qu'il faut travailler uniquement et travailler. J'imagine qu'en zone rurale, quand vous y venez, bien entendu, vous êtes obligé de travailler parce qu'il n'y a pas autre chose à faire, si ce n'est d'aller au champ pendant la période hivernale. Mais c'est pour ça, je pense que c'est un atout pour l'université. Et en tout cas, les premiers résultats que nous avons pu entrevoir, sous la conduite en tout cas des différents recteurs, jusqu'au recteur Lamine Gueye, sont des résultats en tout cas probants. Je voudrais féliciter, mais très sincèrement, toute l'équipe pour le travail accompli pour cette manifestation. J'ai été très surpris de voir le nombre d'élèves ici présents. Ça prouve quel intérêt ils accordent en tout cas pour leurs études et pour leur avenir. Ce que vous avez organisé rentre aujourd'hui, disons, dans nos missions. L'une des missions, en tout cas de l'université, c'est de s'ouvrir à la communauté. Donc de s'ouvrir, bien entendu, aux étudiants. De leur donner la possibilité de savoir, en tout cas de découvrir d'abord l'université avant d'y entrer. Et, bien entendu, de découvrir ce qu'il y a, disons, dans l'université, ce qu'on leur offre comme plan de carrière, ce qu'on leur offre comme métier, bien entendu. Ça leur permettra une réflexion. Moi, je dois savoir dire que quelque part, quand on était étudiant, on n'avait pas tout à fait ça, et qu'eux, ils aient en tout cas cette possibilité-là, c'est déjà un avantage énorme. Donc, on s'ouvre vers les étudiants, mais aussi on s'ouvre, le fait d'organiser des journées portes ouvertes permet, bien entendu, de s'ouvrir simplement à la communauté, de permettre aux parents d'élèves, de permettre aux autorités de venir à l'intérieur de l'université et de découvrir aussi l'université et peut-être même de passer des commandes par rapport à leurs préoccupations. Mais c'est ça en réalité l'université, et l'université devrait pouvoir répondre à vos préoccupations. De s'ouvrir aussi à la communauté, c'est de s'ouvrir au monde de l'entreprise, bien entendu, pour leur permettre
d'abord de passer aussi leurs commandes en termes, disons, de métier, en termes de formation, mais aussi d'apporter leur expertise en termes de formation. Et puis par la suite, bien entendu, d'ouvrir leurs portes à eux aussi pour permettre à nos étudiants de pouvoir s'insérer. Ça, l'insertion, c'est aussi une autre mission de l'université que nous devons véritablement prendre en charge et essayer, bien entendu, de conduire au mieux pour permettre à nos jeunes étudiants, qui sont nos jeunes enfants, qui sont nos jeunes neveux, leur permettre en réalité, disons, d'accéder à un travail, d'accéder à un métier. Monsieur le recteur, véritablement, je voudrais vous féliciter très sincèrement, au nom en tout cas de l'ensemble des recteurs du Sénégal. Je considère comme en tout cas l'université sénégalaise comme étant une, et donc de ce point de vue-là que je sois présent, bien entendu, je représente tous les autres recteurs des universités. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous entends la présidente du conseil départemental, Bambey. Messieurs les maires des communes ici présents, Messieurs les recteurs des universités Alioune Diop de Bambey et de Thiès, Mesdames, Messieurs les vice-recteurs, Messieurs les directeurs et personnels de l'université Alioune Diop de Bambey, Monsieur le directeur du CNRA, Monsieur le directeur de l'histoire, Mesdames, Messieurs les chefs de services départementaux de Bambey ici présents, Mesdames, Messieurs, chers invités. C'est une aubaine que vous donne aujourd'hui le recteur de l'université Alioune Diop de Bambey de découvrir le milieu universitaire. C'est vrai que c'est un atout, comme ça a été si bien dit, qui n'est pas donné à tout le monde de vivre. Certains qui ont eu la chance d'aller au lycée ne l'ont pas eu avant de faire le saut à l'université, ce qui leur a valu de faire des mauvais choix, et le succès a été un échec cuisant. Donc c'est une opportunité qu'il faudra saisir. Et Inch'Allah, après le bac, on le souhaite pour vous tous, que vous fassiez le choix adapté à vos aptitudes. En tout cas, nous vous remercions d'avoir bien voulu initier ces journées portes ouvertes, qui de reste, il faut le dire, ne sont pas à leur première édition. Nous nous réjouissons, recteur, cela à mon nom personnel et au nom du gouverneur de la région de Diourbel empêché, de répondre à votre invitation sur la journée porte ouverte de l'université Alioune Diop de Bambey. Recevez en cela notre gratitude pour nous avoir associés à cette importante activité inscrite dans votre agenda annuel afin de susciter et de partager la réflexion relative à la meilleure connaissance de vos offres de formation, mais aussi à son appropriation par les ayants droit. C'est une lapalissade que de rappeler l'importance de cette rencontre, qui n'est que l'expression de la volonté affichée par vous-même, monsieur le recteur, d'adopter cette démarche inclusive pour mieux caler vos offres de formation aux besoins du marché de l'emploi. Cela dans un contexte marqué par un engagement plus prononcé des autorités de ce pays à trouver des solutions pérennes aux nombreux problèmes qui gangrènent le secteur de l'éducation, notamment pour ce qui a trait à l'inadéquation des offres de formation, disons-le, qui sont souvent désuètes, à déphasage trop souvent par rapport aux emplois proposés à l'évolution du monde moderne. Cette nouvelle vision du gouvernement continue dans pas mal de référentiels, dans la lettre de politique sectorielle pour l'éducation et la formation,
en date du 14 janvier 2012 et qui couvre la période 2012-2025. Une politique qui, pour sa mise en œuvre, devra s'adosser sur le paquet qui est mis en place à cet effet et qui ambitionne de bâtir à l'horizon 2025 un système d'éducation et de formation efficace et conforme aux exigences du développement économique et social du Sénégal. Toutefois, il faut le reconnaître, pour l'avoir constaté, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas en reste dans cette croisade, car conformément aux décisions présidentielles issues du Conseil présidentiel, lui étant consacré en 2013, il en est ressorti beaucoup de décisions. Parmi celles-ci, celle de faire de l'étudiant un acteur de sa formation, de favoriser sa réussite et d'améliorer ses conditions d'existence. Vous dites donc que l'État est soucieux de votre réussite et l'État ne lésine pas sur les moyens pour créer les conditions de vos réussites. Et cela, en fait, depuis l'élémentaire, le moyen, le secondaire et l'université. Donc, c'est beaucoup de sacrifices que l'État consent pour la réussite de ces étudiants et des élèves dont vous êtes. D'où l'un des sens même de la réforme de l'enseignement supérieur. Mais ces résultats ne sauront être atteints sans l'instauration du climat social apaisé. Disons-le, parce que ces temps-ci, le SEM est caractérisé par beaucoup de remous. Et nous sommes conscients que ce climat social apaisé, une fois instauré, constitue le seul gage de stabilité de vos institutions universitaires, mais aussi de réussite de nos étudiants et de nos élèves. Ainsi, vous conviendrez avec moi que l'intérêt des panels qui vont se tenir aussitôt après se traduisent par le fait qu'elle épouse cette ambitieuse politique et aussi également n'est que l'expression de la volonté affichée par le recteur de s'inscrire dans cette veine, mais aussi de montrer également c'est-à-dire la voie à suivre pour un meilleur devenir des universités. Par ailleurs, monsieur le recteur, me félicitant de cette démarche prospective, je vous invite à densifier cette approche pour mieux aider à répondre aux exigences de développement, des exigences de développement équitable, efficace, efficient, mais aussi adapté à la prise en charge de vos besoins. Cependant, nous sommes persuadés qu'au sortir de cette rencontre, des propositions de solutions pertinentes, capables de régler les problèmes des universités, les problèmes des élèves, ils seront dégagés. Attendons donc avec impatience ces résultats qui, je l'espère, permettront à l'issue des recommandations des panélistes de rendre l'environnement universitaire plus apaisé et beaucoup plus attractif, à mieux accroître le taux de qualification des jeunes que vous êtes, un taux de qualification qui sera pour sûr adapté aux besoins du marché de l'emploi. Je vous remercie. Merci. Le recteur de l'UADB a insisté sur 3 faits qui doivent aider les étudiants à choisir, les bacheliers, je veux bien dire, à choisir l'université Alioune Diop de Bambey. C'est le taux de réussite. 75% des étudiants qui sont en première année passent en deuxième année. Cela veut dire quoi en probabilité? Vous avez 3 chances sur 4 de réussir à Bambey. Ce qui n'est pas le cas quand vous êtes à l'UQAD. Je n'ai rien contre mes collègues à l'UQAD, mais si vous venez à Bambey, vous avez une forte probabilité de réussir. C'est le premier argument majeur que le recteur a expliqué. Le deuxième argument majeur, c'est la diversification des formations.
vous avez une vingtaine de formations qui sont axées, comme M. le recteur l'a dit tout à l'heure, sur la professionnalisation. Vous avez des formations en ingénierie juridique, la cybercriminalité. Vous avez juristes d'affaires. Le Sénégal étant un pays émergent, les problèmes naissants, il nous faut des juristes d'entreprise. Donc cette formation, vous allez la retrouver à Bambey. Vous avez la statistique décisionnelle. Vous ne verrez pas cette formation ailleurs qu'ici à Bambey. La statistique et l'informatique décisionnelle. Vous avez en économie une formation de taille qu'on appelle le développement territorial. Le développement territorial avec 3 axes. Vous avez l'axe de la sociologie, vous avez l'axe aussi de l'économie et vous avez l'axe aussi du droit. Donc ces 3 composantes sont intégrées dans cette formation et cette formation, vous ne la retrouvez qu'à Bambey. Vous ne la retrouvez pas à Saint-Louis. Vous ne la retrouvez pas à Lucas. Vous ne la retrouvez pas également à Thiès, même si notre très cher recteur est ici présent. Donc voilà là où notre recteur, le recteur de l'UADB, a insisté. Taux de réussite, diversification des formations et également l'environnement pédagogique. L'environnement pédagogique qu'on vous offre à Bambey est un environnement propice aux études. D'abord, en informatique, tous les étudiants peuvent avoir un ordinateur. Dans les salles, il y a des salles en informatique équipées. Vous n'aurez pas de binôme, 2 étudiants par ordinateur. Donc, le recteur a bien insisté sur ces 3 points. Le recteur de Thiès a rajouté l'adéquation, qui est une notion fondamentale. On ne peut pas donner des formations novatrices sans adéquation. Et cette adéquation, l'université Alioune Diop de Bambey est en train de la réussir en faisant un alignement entre les formations qui sont offertes et les débouchés professionnels sur le marché du travail. Il y a une parfaite adéquation. Et le recteur Seck a insisté sur ce fait. Le préfet est revenu sur les efforts qui sont faits par l'État pour accompagner l'enseignement. Jadis, c'était le PDF. La massification au niveau de l'enseignement, aujourd'hui, c'est le paquet. La qualité. Il ne s'agit plus de dire l'accès à la formation pour tous. Bien entendu, c'est un acquis de taille. Mais le deuxième acquis de taille à réaliser, c'est la qualité des formations pour réussir cette adéquation entre les offres de formation et ce que le marché, le monde de l'entreprise attend de nous les universitaires. Voilà en somme ce que les 3 présentateurs tout à l'heure, nos 2 chers recteurs, également le préfet, nous ont livré. Je vais donner la parole à M. Diaw pour le premier panel sur la transition lycée-enseignement supérieur au Sénégal. Il verra donc les enjeux, les défis, également les politiques qui sont mises en place pour réussir la transition lycée-enseignement supérieur au Sénégal. Je crois que le propos inaugural du recteur nous dispense de reprendre les aspects protocolaires. Mais j'aurais souhaité quand même saluer les collaborateurs du quotidien. J'ai aperçu dans la salle des principaux du collège. Et pas moins de 5 principaux du collège et quelques proviseurs, voire censeurs des nouveaux lycées de Bambey. Ceci dit, je crois qu'on peut progresser. La communication s'intitule La transition lycée-enseignement supérieur, politique, enjeux et défis. J'ai débuté, par une clarification des notions et des missions. Voilà, j'ai débuté par une clarification des notions et des missions comme tout bon élève, parce que je crois que la constante ici, c'est que quel que soit notre statut, nous sommes tous des apprenants. Ex-élèves, ex-collégiens, ex-lycéens, ex-étudiants, nous avons la particularité d'être tous des apprenants. Et donc, les notions de base de la communication ont été clarifiées dans un premier temps. La transition, juste retenir ici qu'il s'agit du passage du cycle secondaire
à l'université ou aux universités. Tout simplement. Allez-y. Pour le lycée, c'est un établissement d'enseignement du second degré, hein, donc un établissement du second cycle, comme on dit, et les élèves qui officient, donc sauf regroupement, ils suivent 3 années de scolarité sanctionnées par le baccalauréat. Il va de soi maintenant que selon les pays, en Belgique par exemple, le lycée désigne un établissement secondaire pour jeunes filles. Donc c'est des nuances peut-être à apporter. Allez-y. Voilà, toujours pour ce qui est du lycée, en tant que donc établissement du cycle secondaire, le lycée, a quelques missions qui ont été définies par la loi d'orientation 91-22. Donc c'est des missions qui sont capitales et sur lesquelles, en tout cas, les acteurs se font pour donner vie, en tout cas, à ce cycle extrêmement important qui semble en rupture de banc avec l'enseignement supérieur. Le choix du thème donc n'est pas fortuit. Donc pour ce qui est des missions, l'on peut retenir qu'à l'issue du cycle secondaire et professionnel, les élèves accèdent soit à l'activité professionnelle, soit à l'enseignement supérieur. Voilà. Donc l'enseignement secondaire, qu'il soit général ou technique, donne aux élèves les connaissances nécessaires et aptitudes nécessaires pour l'accès aux différentes filières de l'enseignement supérieur, tout en enrichissant et approfondissant la formation acquise antérieurement. La source, c'est la loi d'orientation 92-22, donc du 16 février 1992. Allez-y. C'est toujours donc la clarification des missions, voire des notions. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, toujours de l'enseignement secondaire, vous avez donc des propos centrés sur l'objet, allez-y. Et la composante enseignement supérieur qui regroupe, on l'a évoqué tantôt, les universités, les écoles supérieures polytechniques, les instituts universitaires de formation des professeurs, inspecteurs, les écoles de techniciens supérieurs et d'ingénieurs, les écoles de commerce, gestion, vente et comptabilité, les écoles paramédicales et sociales. Donc c'est ça l'enseignement supérieur. Allez-y. L'enseignement supérieur a des missions. On peut retenir de ces missions celle de former des personnels de haut niveau, scientifiquement et techniquement qualifiés, adaptés au contexte africain et du monde contemporain, conscients de leurs responsabilités vis-à-vis de leur peuple et capables de les servir avec dévouement. Ce n'est pas la seule mission, mais c'est une mission capitale. On pourra en tout cas essayer, disons, d'actualiser au fil de la présentation pour voir un peu s'il y a déphasage ou non entre ce qui est promulgué par disons l'État et ce qui se fait concrètement sur le terrain. Allez-y, allez-y toujours. Voilà, donc l'enseignement supérieur est ainsi chargé de faire acquérir aux étudiants les connaissances et méthodes d'investigation les plus avancées dans toutes les disciplines de la science, de la technique et de la culture, et de les faire participer au développement des connaissances et à la création de nouvelles méthodes d'investigation en les adaptant aux réalités et aux exigences nationales et plus généralement africaines. Donc c'est une mission qui est très claire. Voilà, allez-y. Allez-y toujours. Qu'on peut progresser. Voilà. Maintenant, juste pour des considérations introductives, nous pouvons retenir que depuis 3 décennies au moins, le Sénégal s'est engagé dans une politique, donc dans un processus de réforme de son système d'éducation et de formation. Et je crois que l'élément capital en matière de réforme, c'est les EGF, les États généraux de l'éducation et de la formation, en 1981, avec l'avènement d'Abdou Diouf à la magistrature suprême. Donc, ces EGF avaient pour objectif de prendre en charge 3 questions fondamentales. Définition d'une nouvelle politique générale de l'éducation, identification des moyens nécessaires à l'institution d'une école nouvelle, valorisation de la fonction, du statut et de la carrière des enseignants. Un problème actuel, présentement, qui fait que la plupart de nos pensionnaires sont, disons, chez eux. Allez-y. La démocratisation de l'offre éducative est apparue donc comme un des piliers fondamentaux de la réforme globale du système éducatif sénégalais. Il va de soi que la réalisation d'un tel objectif requiert ou a requis, en tout cas la mise en contribution de stratégies pertinentes et durables en faveur du droit universel. Allez-y. Malgré les contraintes, ces contraintes ont pour nom la précarité des aspects liés à la qualité avec les taux élevés de déperdition scolaire évoqués tantôt, les difficultés d'orientation universitaire, d'insertion professionnelle des jeunes diplômés et surtout
la prise de décision d'orientation inadaptée et méprisant les filières scientifiques et techniques. Allez-y. Donc, malgré maintenant, en tout cas, le déroulement de politique qui date en tout cas des EGF, avec, comment dirais-je, les travaux finaux de 84, l'État a déroulé un certain nombre de programmes. Le programme de développement des ressources humaines 1, PDRH 2, PNDE, PDF, etc. Aujourd'hui, nous en sommes au bas. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des mutations qui ont entraîné en tout cas des changements importants dans les schémas professionnels. Une évolution considérable des profils de postes de travail et l'émergence de curriculums scolaires mobiles, exigeant des acteurs du système éducatif l'adoption de nouvelles démarches nécessaires à l'amélioration et à l'efficacité interne et extrême du système éducatif. C'est même une démarche de suivi. Allez-y. Et donc, la transition lycée-enseignement supérieur apparaît comme une préoccupation majeure qui doit se fonder sur la mobilisation de toutes les ressources, notamment autour du bac, afin de créer des passerelles entre deux univers d'enseignement souvent étrangers l'un à l'autre, d'apprendre à se connaître, d'interroger les vocations des 10 établissements d'enseignement, leur efficacité, voire leur efficience pour enfin mettre à disposition des élèves les moyens nécessaires à leur réussite. Donc, un constat, c'est que beaucoup d'élèves des lycées réussissent au bac, mais n'échappent pas à la calamité nationale de l'échec dans le premier cycle des universités. C'est ce qu'on appelle les cartouchards. C'est un terme maintenant qui est très usité, mais qui peut-être colérait davantage aux universités, aux premières universités, Dakar, Gaston Berger, les nouvelles étant, disons, des universités beaucoup plus, comment dirais-je, je ne sais pas comment on appelle, flexibles peut-être, peut-être beaucoup plus porteuses de réussite que l'UCAD, accessible à la réussite, ou en tout cas à des universités promotrices de réussite. Ce constat de réussite-échec, c'est comme ça qu'on l'appelle, doit nous conduire à interroger la transition, voire la nature du fossé entre lycée et enseignement supérieur, parce qu'il y a un fossé. Allez-y. La rupture entre le supérieur et le secondaire est souvent liée à la représentation même qu'a l'élève du savoir. Un savoir pour agir ou un savoir pour réciter, destiné à la seule reproduction. Et donc ce dernier type de savoir prend le contre-pied d'un savoir centré, voire conçu par l'apprenant dans ses raisons propres et son efficacité spécifique. Les élèves souvent ne demandent pas à être orientés dans les filières ou dans lesquelles ils se retrouvent. Allez-y. Donc, avoir le bac, c'est se poser une question. Et c'est une question qui est pratiquement devenue une routine. Je veux, non, je ne sais pas vraiment quoi faire. Donc l'élève est but sur des obstacles. Parce qu'il pensait que le bac était la clé du bonheur, un passeport pour accéder à l'université, et il se rend compte qu'au-delà de l'obtention du parchemin, il y a encore des obstacles à la ligne infranchissable. Progresser un peu. Le bac fait accéder à un nouveau statut, ça tout le monde le sait, on passe du statut d'élève à celui d'étudiant, avec ses corollaires, plus ou moins, disons, ces difficultés qui font que le bac donne accès à l'enseignement supérieur, qui se trouve être un système très complexe, de par ses exigences et ses réalités, et rompant dans son organisation comme dans son mode de fonctionnement avec la structure stable du cycle secondaire qui est précédent. Les élèves sont encadrés dans le secondaire, ils sont suivis au quotidien, donc il y a une prise de notes, à la différence donc du cycle universitaire, où on vous dit qu'un étudiant, c'est quelqu'un qui augmente son bagage intellectuel. Donc vous n'avez pas à être trop, comment dirais-je, poussif et penser qu'il faut une prise de notes intégrale. C'est vrai que maintenant, dans la pratique, il y a des professeurs, comme le recteur de l'université de Bambey, qui ont été amenés, parce que le niveau était totalement en bas de celui qu'on attendait, à élaborer, disons, des cours sous format diapo et à les projeter pour permettre aux étudiants de recopier comme tel les contenus et de les amener quand même à s'approprier ces contenus et éventuellement de recourir au dictionnaire pour trouver la signification de certaines notions. Progresser un peu. Et donc, la plus angoissante des questions se pose après le bac. J'ai mon bac et après. Ou décrocher une orientation conforme à son profil et à ses aptitudes dans un univers qui décrète tous les choix comme a priori faisables et qui aussitôt ferme ses portes sur lui-même. J'avais tout à fait conscience que le thermomètre serait peu clément avec nous ce soir.
mais cela contraste certainement avec l'hospitalité légendaire de cette ville de Bambey. Depuis mon arrivée ici, chaque fois que je pose mon regard sur des visages, je découvre une mine joviale sur un fond de tempérament ouvert, ce qui restera pour moi à jamais le symbole d'une population accueillante, chaleureuse, fraternelle et profondément solidaire. Je suis soumis à un formidable doute. Projeter un diapo, présenter la communication que j'avais initiée ou privilégier le face-à-face. Quand j'ai regardé la hauteur des attentes de ce public, l'engagement de l'université de Bambey, qui organise les meilleures journées que j'ai jamais vues ces dernières années, j'ai choisi la réactivité, le face-à-face. Ni pas de diapo, pas de texte, mais en face-à-face. Je tiens à remercier très sincèrement l'université de Bambey. D'abord, son recteur, messieurs les professeurs, mais une dame à l'ombre, une dame qui a tenu à ce que je sois présente à ces journées, Madame Dieng. Je la remercie très sincèrement. Elle n'a fait aucun effort pour qu'elle en soit ici. Vous me permettrez de rappeler simplement en passant que je suis ingénieur en système de formation. Je travaille sur les processus d'emploi. Je suis expert en communication, expert en management des structures d'accueil de la petite enfance de l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et je suis doctorant en sciences de l'éducation. Je crois que cela mérite d'être appelé. Je suis très content, mais vous me permettrez, comme au début de tous mes propos, vous me permettrez, même si je suis soumis à une rigueur de temps, à une véritable économicité de temps, mais néanmoins vous me permettrez de rendre grâce à Dieu, le maître de l'univers, le Seigneur des cieux et de la terre, l'immanent, le transcendant, l'omniscient et l'omnipotent, le premier sans commencement et le dernier sans fin. Lui, qui est alpha et oméga, qui est capable de créer ce nihilo et qui nous rend par délégation, nous hommes, capables de créer ex alico. Gloire à lui et à lui tout seul. Il est cette lumière venant de l'arbre béni, de cet olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, dont l'huile s'enflamme à la moindre approche du feu et produit des rayons toujours renaissants. Par sa lumière, il éclaire ce qu'il veut. Il nous offre des paraboles pour nous instruire, sa science est infinie. Ma pensée également, elle est pieuse. Elle va également à l'endroit. Parce que je réalise que je suis à Bambey. Bambey, département de la région de Diourbel qui englobe la sainte ville de Touba. Si je suis là, je ne peux me soustraire à l'obligation d'avoir une pensée pieuse pour le pôle spirituel rayonnant de l'islam, le Cheikh Ahmadou Bamba. Le Cheikh Ahmadou Bamba, qui est une des gloires de la nation sénégalaise, mais un des orgueils les plus légitimes de la race noire. Que Dieu l'accueille en sa complaisance et répande ses grâces et Mesdames, Messieurs, je suis dans ma passion. Malheureusement, je suis enfermé dans la rigueur du temps et je dois être discipliné. Mais vous comprenez très bien que le temps qui m'est imparti et le format adopté pour le panel ne permettront pas d'épuiser le champ de la problématique. Mais tout au moins, nous trouverons des pistes et des repères, des points d'appui pour justement échafauder des pistes d'analyse pour éclairer l'horizon d'attente de ce territoire. Et nous sommes ce soir porteurs d'exigences très fortes à votre endroit. Dieu fasse que nous arrivions à faire jaillir la lumière. Monsieur le recteur, messieurs les professeurs, mesdames, messieurs, vous me permettrez d'oublier chacun pour confondre tout le monde dans le même mot de gratitude et de sollicitude. Je dis que les étudiants qui nous accompagnent sont particulièrement déterminés. Ils ont parcouru des centaines de kilomètres pour être là. Le directeur général du groupe IPG-ISDI vous transmet ses salutations cordiales et très sincères.
Filières et métiers d'avenir. Vous me permettrez tout d'abord de partir d'un simple constat. Je veux être extrêmement pratique ce soir, parce que je n'ai pas le temps. Je souhaiterais revenir à Bambey pour justement partager avec vous un certain nombre de préoccupations scientifiques par rapport à cette thématique. Filières et métiers d'avenir. Au Sénégal, tout à l'heure on a parlé des bacheliers. Chaque année nous avons entre 35 000 et 40 000 bacheliers. Nous avons 135 000 étudiants dans l'enseignement supérieur, dont 35% dans le privé. Nous avons 2 millions de demandeurs d'emploi à l'heure actuelle. Ce sont les chiffres du ministre de l'Emploi. Nous avons 1000 entreprises répertoriées au Sénégal, dont 200 000 emplois seulement dans le secteur formel. Et 40% de personnes, 40% de la population active se trouve dans l'emploi. 40% seulement. L'emploi est devenu un véritable défi. Aujourd'hui, nous avons, depuis les indépendances, pour prendre un repère récent, pour ne pas remonter plus loin. Depuis nos indépendances, nous avons hérité de la colonisation un modèle d'administration qui nécessitait des cadres formés dans les écoles d'administration et dans certains métiers. Et dans certaines formations universitaires de type juridique, de type lettres, etc., etc. Et on a formé énormément de cadres. Aujourd'hui, si vous regardez la sociologie des effectifs au niveau de la faculté de lettres à Dakar, près de 35 000 étudiants dans une faculté. Mais cela défie le raisonnable. Cela défie même le courage de tous les bâtisseurs de nouvel ordre d'enseignement supérieur. Mais monsieur, nous formons pour former. Je partirai avec vous d'un simple prétexte. Et je voudrais convaincre le jugement de chacun ici. L'emploi créé n'est pas un chômeur en moins. Un emploi créé ne signifie pas un chômeur en moins. Et l'emploi n'est nullement le prolongement de la formation. Et l'emploi, je dis bien, n'est pas le prolongement de la formation. Il faudrait qu'on réalise, d'abord, qu'on prenne conscience de qu'est-ce que nous voulons et où ce que nous voulons aller. Au Sénégal, on a formé dans des filières, mais on a formé des diplômés en quantité industrielle. Chacun a son parchemin et légitimement réclame un emploi. Chacun a le droit à la vie. Chacun a le droit au travail. Parce que le travail rend à l'homme sa dignité. Parce que pour être, il faut avoir du travail. Ne pas l'avoir, ce n'est pas être. C'est toute la dialectique de l'être et de l'avoir. Nous avons formé des diplômés sans nous rendre compte du danger qui nous guettait à l'horizon. Aujourd'hui, les profils de postes définis par les entreprises sont en déphasage avec les profils de diplômés arrivant sur le marché du travail. Premier constat. Malheureusement, le Sénégal ne dispose pas d'observatoire national de l'emploi. Nous n'avons pas de topographie de l'emploi. C'est pourquoi, dans les perspectives que je dessinerai tout à l'heure, parce que je propose depuis 4 ans la création d'une cartographie nationale renseignée en données statistiques et topographiques sur les diplômés et sur les possibilités de l'économie nationale pour pouvoir faire la corrélation. On se rend compte que nous avons formé énormément et nous continuons de former. J'ai été heureux d'entendre en 2010, à la faveur de la tenue à Dakar de la conférence régionale sur l'enseignement supérieur, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, et pour la première fois en 2010, il déclarait urbi orbi que le Sénégal ne créerait plus d'universités non thématiques. Parce qu'on a vu les limites de l'ancien système et des limites objectives. Le Sénégal a créé des universités, on a produit des diplômés en quantité industrielle. Les entreprises disaient, non, vous nous donnez-nous ce que nous voulons. Nous n'avons pas besoin de bac plus 82, de bac plus 58. Des gens qui sont comme des lunatiques perdus dans la torpeur des chimères et qui sont là avec des formations extrêmement aériennes. Nous voulons des gens qui mettent la main à la pâte parce que nous avons des réalités tenaces de tous les jours. Donnez-nous des produits opérationnels. Ça veut dire que les entreprises commencent déjà à se démarquer des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Hélas. Ça montre aussi un déficit de dialogue entre les acteurs. Nous le dirons tout à l'heure. Nous constatons qu'il y avait beaucoup de filières. Alors, pour être concret, face à ce constat que je fais, il est nécessaire, madame, messieurs, je pense pouvoir vous convaincre, de la nécessité de repositionner tout le dispositif de formation dans l'enseignement supérieur. Mais il faut même commencer avant. Moi, j'ai été formé dans un lycée, comme tout le monde d'ailleurs. Mais pourquoi ne pas transformer nos lycées déjà, comme les universités thématiques, en lycées thématiques?
Quand je parcours Diamniadio, j'arrive à Diamniadio et je passe à Thiès. Je me dis le potentiel horticole et minier de cette région est sans borne. Pourquoi ne pas transformer le lycée moderne de Thiès, qui reçoit 2700 élèves, le lycée Malixi, en lycée des mines, en lycée des métiers horticoles, en lycée disons, dans des domaines qui correspondent aux dotations naturelles de la région de Thiès, pour former des bacs pro, des ingénieurs et plus tard des docteurs et pouvoir investir toutes ces compétences dans l'encadrement de ces braves femmes qui sont dans ce périmètre. Je n'aime pas trop la théorie sur certaines choses. Je préfère mettre le doigt sur cela. Commençons par nos lycées. Et si vous formez un garçon après le BFM, vous le formez jusqu'aux études doctorales ou postdoctorales, mais vous allez former les plus grands savants dans ce domaine-là au Sénégal. Parce que la population, sa pyramide est élargie. Nous avons énormément de jeunes. Et le Sénégal a pris conscience de son avenir et forme ça et engage sa jeunesse dans ce qu'il appelle son émergence économique, qui est notre objectif hautement prioritaire. L'ingénierie juridique a une particularité. On y reviendra donc dans les présentations. Sa particularité est quoi? C'est cette fois-ci de doter des outils, des techniques donc pratiques de montage juridique donc aux étudiants capables donc non seulement d'accompagner les entreprises existantes, mais aussi de s'auto-employer. Donc pour revenir rejoindre un peu donc monsieur Sow donc qui m'a un peu précédé. Donc pour dire que nous aussi nous avons déjà tablé donc sur ces deux choses-là. Bien sûr, les entreprises, à la différence de M. Sow, vont continuer à avoir besoin donc, de salariés, forcément. Parce que, comme vous l'avez dit, le recteur l'a annoncé donc, au départ, nous sommes aujourd'hui dans un monde, ou bien le modérateur même qui l'a annoncé, donc en émergence. Il y aura des créations de richesses. Et qui dit création dit accompagnement. Et le droit donc, a une particularité, souvent, d'être donc avant toute chose. Le droit aussi est dans la gestion. Mais aussi, et le droit aussi est à la fin. Parce que quand on aura aussi des contentieux aujourd'hui qui deviennent de plus en plus multiformes et diverses, on aura besoin forcément de l'éclairage de nos juristes pour pouvoir donc aider. Et surtout donc les nouveaux métiers aujourd'hui qui se dessinent à profil. L'insertion professionnelle des étudiants qui constitue aujourd'hui la préoccupation majeure d'un État, de tout État qui aspire donc à un développement économique et social. Mais nous, Bambey, déjà, nous avons commencé à scruter donc une réponse. C'est la raison pour laquelle nous avons mis déjà en place des programmes de formation. Et cette mise en place des programmations donc, est faite à l'issue d'une identification rigoureuse donc, du marché pour maintenant mettre en place des formations qui seront en adéquation donc, avec donc, les besoins du marché. Vous pouvez continuer. Il repose donc le département d'ingénierie juridique sur une dimension pratique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là où les autres universités se fondaient beaucoup plus donc, sur l'aspect théorique, avec le développement donc, des trucs. Et met donc en exergue le potentiel dont les organisations ont tant besoin. Donc l'ingénierie juridique consiste alors à utiliser des techniques juridiques pour faciliter en particulier la maîtrise pratique du droit qui peut parfois faire appel à certains montages juridiques. Les techniques d'ingénierie juridique que nous allons enseigner là donc, font intervenir en particulier des notions de droit public, mais surtout de droit privé, ou à la fois les deux. Par exemple, en matière de délinquance, donc via les réseaux informatiques, une analyse rigoureuse doit être faite aujourd'hui en tenant compte de l'impact réel et non potentiel du droit pénal sur la criminalité organisée ou non qui se déroule en ligne. Aujourd'hui, la date déjà butoir est arrivée, c'était en 2015, nous passons maintenant de l'analogique au numérique. Donc vous comprenez déjà aisément que notre formation est venue donc à son heure donc, pour former donc, les étudiants capables aujourd'hui de pouvoir s'insérer dans le tissu professionnel. Vous pouvez continuer. Les nouvelles technologies offrent une véritable opportunité aux étudiants en droit, en ce que leur maîtrise fait appel à une ingénierie, c'est-à-dire un savoir-faire qui leur facilite une insertion rapide dans le monde professionnel. La transition du numérique dans l'audiovisuel est perçue par la plupart des acteurs politiques comme un effet de mode. Mais nous considérons que l'heure maintenant a sonné. Ce n'est pas donc un effet de mode, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on doit concevoir, on doit préparer donc nos étudiants à cela
pour pouvoir en tout cas les donner toutes les aptitudes nécessaires à pouvoir en tout cas défier donc le marché. À côté maintenant du cyber, ce qu'on appelle du commerce électronique et de la cybersécurité, on y reviendra, c'est ces deux licences donc souvent qui polarisent donc nos formations. Il y a aussi aujourd'hui la question de l'environnement et du foncier aujourd'hui qui constituent des enjeux auxquels il faudra réfléchir et qu'il faut appeler à une expertise avérée et non supposée. Et aujourd'hui, à titre initiatique, à titre donc illustratif, nous avons vu maintenant la Commission nationale de réforme foncière qui a été mise en place. Et son objet c'est quoi? C'est aujourd'hui de réfléchir donc, sur les problématiques donc, du foncier qui posent énormément de problèmes. Parce que la problématique aujourd'hui du foncier au Sénégal donc, est très ancienne. Parce que nous, dans notre tradition juridique, c'est qu'on a l'habitude de dire que la terre appartient aux ancêtres. Ce qui n'est pas réellement donc, dans le langage purement juridique le cas. La terre n'appartient pas forcément donc, aux ancêtres aujourd'hui. C'est ça la nouvelle donne. Et aujourd'hui, pour éviter des conflits de tout ordre, il faut essayer maintenant de réfléchir, de faire donc, une démarche concertée, en essayant maintenant d'intégrer et donc cette véritable, en tout cas, cette croyance-là, donc ancienne, et aujourd'hui la nouvelle réalité. Et aujourd'hui, je pense que c'est le principe aujourd'hui sur lequel la commission de réforme foncière est en train de travailler. Donc pour permettre maintenant à toutes les populations, où qu'elles se trouvent, puissent disposer donc de terre, puissent disposer du foncier donc pour travailler. Et ça, pour dire tout simplement que les futurs, surtout les collectivités locales aujourd'hui, auront besoin. Parce que n'oubliez pas aussi que les universités aussi, en particulier l'université Bambey, est créée donc pour répondre à des préoccupations d'abord territoriales, locales, avant même donc nationales. Ça c'est important. Bon, c'est la raison pour laquelle aussi nous ne méprenons pas donc, cette nouvelle donne-là. C'est pourquoi nous nous sommes inscrits déjà donc, dans cette perspective donc, pour arriver donc, à répondre donc, en premier lieu d'aujourd'hui dans la collectivité donc, où nous trouvions le grand département de Bambey et donc, la grande région donc, de Diourbel, pour aujourd'hui maintenant tout simplement monnaie pourquoi pas nos talents donc, dans les autres localités. L'environnement et le foncier sont deux secteurs aussi en plein essor et soulèvent des problématiques importantes. C'est pourquoi aujourd'hui leur encadrement juridique est fondamental. Il faut qu'on les encadre. Comme je l'ai tout rappelé tout à l'heure, on ne peut pas faire du développement aussi sans droit. Il faut forcément, même les politiques publiques, donc c'est le droit déjà donc, qui est à la base et qui organise donc le cadre. Et que aujourd'hui permettent aussi de donner des possibilités donc, aux dirigeants donc, de pouvoir prendre des décisions de politique publique. Donc vous pouvez continuer. L'ingénieur juridique accorde aussi une place importante. Car l'étude du droit permet d'accueillir une place importante aussi à la théorie. C'est important aussi. Il faut que d'abord que les étudiants soient formés aussi théoriquement, qu'ils disposent de background, de théorie forte, donc aussi bien en droit public et en droit privé pour pouvoir aussi utiliser donc, les techniques de façon adéquate. Ça aussi c'est important. Il permet aussi en outre de se familiariser avec la méthodologie propre aux juristes. Parce que aussi, donc, un bon décideur doit pouvoir raisonner. Et raisonner logiquement, souvent une méthodologie. Et nous aussi nous mettons à notre disposition aussi une méthodologie de dissertation, comme je l'ai vu, de commentaires, de cas pratiques qui permettront. C'est des épreuves classées, mais qui permettront effectivement à ces nouvelles sortants étudiants d'avoir disposé, en tout cas, des capacités cognitives leur permettant de pouvoir raisonner. Parce qu'il y a aussi toute une méthodologie qui est propre au droit, ce qu'on appelle le syllogisme judiciaire. Et là aussi, on va y insister donc dans les formations qui vont être en tout cas, disons, consolidées par les différents travaux de dirigés que nous faisons donc entre nous et les étudiants pour échanger donc sur les problématiques. Là, vous comprendrez aisément qu'on a les deux choses à la fois. On les donne des outils théoriques, mais aussi en retour dans les salles de classe, on les apprend aussi donc comment effectivement donc à utiliser donc ces connaissances-là. Donc en suivant un raisonnement logique, cohérent et convaincant. Avant d'ouvrir une première liste pour les questions, il y aura une liste pour les questions. Mais avant, je voudrais quand même résumer les différentes interventions. D'abord, pour M. Diaw, il a parlé du passage du lycée à l'université. Au lycée, la mission fondamentale
du lycée, ce sont les connaissances fondamentales, les connaissances théoriques. À l'université, il s'agit de transmettre des connaissances approfondies, mais appliquées. Aujourd'hui, les lycées commencent à opérer la transition, mais cette transition n'étant pas suffisante. Nous avons quitté l'APO, l'approche par les objectifs, où les enseignements étaient centrés sur l'enseignant. L'enseignant délivrait des cours magistraux. L'approche par les compétences, l'enseignement est centré maintenant sur l'élève ou l'étudiant. L'enseignant devient un animateur, oriente l'élève à trouver la bonne réponse. La rupture, elle est faite parce que l'étudiant en première année n'arrive pas à identifier les types de savoir. Le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-devenir. Si l'étudiant ne parvient pas à identifier le savoir, quel est son devenir à l'université, il va de soi qu'il va échouer. Et c'est ce qui explique, selon M. Diaw, le taux important d'échec en première année, ce qu'on appelle les cartouchards. En qualité de modérateur, j'aimerais dire par rapport à cela, l'université Alioune Diop de Bambey est pionnière. L'université Alioune Diop de Bambey réussit la transition entre le lycée et l'université. Comment? En mettant en place 4 outils. Dès l'instant que l'étudiant intègre l'université, il fait une session de mise à niveau, puisque les étudiants viennent d'horizons divers, de façon hétéroclite. Les étudiants font une semaine de session de mise à niveau pour suivre des cours afin de leur permettre, une fois que les cours démarrent, ils pourront suivre les socles communs de connaissances. Première chose, session de mise à niveau. Deuxième instrument que l'université Alioune Diop de Bambey utilise, ce sont les techniques d'apprentissage. Apprendre l'étudiant à prendre note. Apprendre l'étudiant à écouter et prendre l'essentiel. C'est une session aussi que nous organisons, une session qu'on appelle technique d'apprentissage. Au courant du semestre, il y a une troisième session qui est ouverte, ce sont les sessions de remédiation. Quand nous constatons que l'étudiant a des difficultés dans des éléments constitutifs, et là aussi c'est une rupture, parce qu'au lycée on parle de discipline, à l'université on parle d'éléments constitutifs. Quand on voit que l'étudiant éprouve des difficultés au niveau des éléments constitutifs, il y a des sessions de remédiation de 18h à 20h. On récupère l'étudiant, on le suit, comme les cours particuliers pour l'aider. Quand il restera 2 semaines pour faire les examens, il y a ce qu'on appelle les sessions de préparation aux examens. Il s'agit d'aider l'étudiant à préparer l'épreuve convenablement. Donc vous voyez à l'université de Bambey, tout à l'heure nous avons dit que vous avez 3 chances sur 4 de réussir à Bambey. C'est parce que nous avons des outils qui nous permettent de réussir en réalité cette rupture. La rupture qui inquiétait en réalité M. Diaw. M. Diaw est revenu sur les programmes de développement, le document stratégique de réduction de la pauvreté numéro 1, le document stratégique de réduction de la pauvreté numéro 2, la stratégie nationale de développement économique et également le plan Sénégal émergent. Tous ces programmes ont un déterminant commun, c'est l'éducation en réalité est un vecteur de croissance économique. L'éducation permet aux citoyens d'avoir une formation de qualité, de créer des entreprises, de trouver des emplois pour impacter durablement sur le niveau de production de ce pays et également sur le niveau de croissance économique. En résumé, pour M. Diaw, ce sont les points que nous pouvons retenir. Pour M. Diouf, très passionnant. Il a d'abord commencé par remercier Dieu dans ses 3 prérogatives, l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu. Nous rejoignons également M. Diouf de ses remerciements. Ensuite, il a pointé le véritable problème entre le lycée et les universités. Avant de parler des universités, avant de parler des universités professionnelles, il faut parler des lycées professionnels. Nous manquons de lycées professionnels.
la carte des lycées professionnels au Sénégal est une carte extrêmement réduite. À titre d'exemple, si vous prenez les séries techniques sont négligeables pour le bac. Ceux qui font le bac G, ils sont environ 5 000, 6 000. Les bacs techniques, autant pour moi. Et quand vous prenez le bac S et le bac L, bac général, c'est 120 000, 130 000 candidats. Donc c'est ce gap-là qu'il faut pointer. Faisons des jeunes, des professionnels, dès le lycée, en créant de la formation professionnelle en technique administrative, en technique de gestion, en technique agricole, en génie civil. Quand ils vont faire leur doctorat, ils seront des experts en génie civil et ils ne vont pas faire des routes. 2 ans après, les routes seront délabrées. On va voir des nids de poules au niveau des routes. Donc c'est une invitation que M. Diouf nous fait. En tout cas, l'université Alioune Diop de Bambey est en phase avec les préoccupations de M. Diouf. Pour le docteur Gaye, il a identifié les différents métiers qui sont offerts au niveau du département ingénieur juridique, qui est un département logé dans une UFR qui s'appelle économie, management et ingénieur juridique. L'UFR a 3 départements. Un département en économie, un département en management et un département en ingénierie juridique. En ce qui concerne l'énergie juridique, il a identifié différents profils de métiers. Le commerce électronique, les transferts d'argent dont vous entendez tout le temps, Wari, Johnny Johnny, il y a des problèmes sous-jacents. Ce sont les juristes qui les règlent. Et Bambey sera la première université à sortir des licenciés en commerce électronique. Des gens qui seront capables de résoudre les problèmes entre Johnny Johnny et les autres opérateurs. Donc vous retrouverez cette formation au niveau de Bambey. Le paiement sur Internet qui pose problème parce qu'on peut pirater votre compte. Nos étudiants seront formés dans ces techniques en 3e année. La cybercriminalité, le vol de mots de passe, piratage de comptes bancaires, piratage de sites internet. Vous avez vu, TV5 a été piraté. Les étudiants que nous formons ici seront capables d'aider les entreprises à avoir un dispositif juridique pour pouvoir rentrer dans leurs droits. C'est ça qu'ils font. Ils seront les ambassadeurs, les défenseurs pour le rétablissement de la vérité. La loi doit être lue et elle sera lue par ces étudiants. Ces premières promotions qui, une fois qu'ils vont terminer, seront, comme il l'a dit, des concepteurs et également des réalisateurs. Il ne s'agira pas juste de concevoir, mais ils seront aussi dans la mise en œuvre. Il a parlé de l'environnement, 3e source de métier, la taxe pollueur-payeur que vous entendez tout le temps. Qui doit payer la taxe? À quel montant? Ces questions sont réglées au niveau de l'ingénierie juridique. Combien vous devriez payer? Il y a des seuils à ne pas dépasser. Si vous devez dépasser un seuil, il y a des ententes à faire entre entreprises pour pouvoir dire à l'entreprise X, vendez-moi tant de carbone pour que je puisse polluer. Ce dispositif juridique, les éminents enseignants en ingénierie juridique ont l'arsenal pour former les étudiants afin qu'ils soient préparés pour faire ce métier. Vous avez le foncier, 4e type de métier, national et coutumier. Il a parlé des collectivités locales. Le foncier national et coutumier pose des problèmes. Et les étudiants qui seront formés seront de bons conseillers pour aider en réalité les entrepreneurs, pour aider l'État, pour aider les collectivités locales à ne pas faire des erreurs quand il s'agira d'attribuer des terres à une personne au détriment d'une autre. Il a aussi parlé de l'agence de régulation des télécommunications. Les étudiants pourront travailler là-bas. Il y a pas mal de sources de métiers que les étudiants d'ingénierie juridique peuvent avoir au-delà des métiers classiques, et c'est là où je vais terminer. Il a parlé d'avocat, de notaire, de clerc et de huissier. Ce sont des métiers classiques. Donc l'université Alioune Diop de Bambey, et particulièrement l'UFR Économie, et plus précisément l'ingénierie juridique, offre des formations de haute pointure pour les étudiants qui seront en première année. Je vais donc ouvrir une liste
pour les questions. Il a exposé sur en fait le fossé entre le lycée et l'université. Et il est connu comme étant psychologue conseil. Mais moi j'ai une grande interrogation. Quel est son rôle en tant que psychologue conseil? Voilà, d'essayer de répondre ou bien d'essayer de réduire ce fossé-là. Est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été prises dans les lycées pour pouvoir régler ce type de problème? Parce que moi je pense que ce fossé-là est encouragé par le fait qu'il n'y a pas une prise en charge des élèves pour pouvoir connaître ce que c'est que l'université ou comment s'orienter ou comment devenir telle ou telle chose par rapport à leurs compétences. Et je pense que les acteurs ont leur responsabilité, que ce soit le collège pédagogique, censeur ou autre. Je pense que c'est là où il se trouve un réel problème. Et la question n'est pas ramenée à l'université. Et au niveau de l'université, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte, comme ce qu'a expliqué le modérateur sur les sessions de rémunération et autres. Et la question est beaucoup plus globale. Le problème n'est-il pas lié, parce qu'il le dit dans son exposé, copie textuelle des diapos comme le présente parfois Michel le recteur. Parce que je pense que dans la tête de l'enseignant ou bien de l'étudiant, retenir, copier textuellement sans pour autant comprendre, c'est une attitude que les étudiants ou bien les élèves ont, ou bien qu'on leur inculque parce qu'on apprend le Coran par cœur. Est-ce que c'est pas ça, c'est pas l'un des facteurs? Parce qu'il y a une question d'éducation et d'approche qui pourrait être surveillée. Maintenant, pour M. Mamadou Diouf, former pour former, je ne pense pas que je suis pas tellement d'accord avec vous. Mais il y a une chose quand même, c'est qu'on n'a pas, est-ce qu'on n'a pas loupé une chose, c'est-à-dire de suivre l'évolution des choses. Parce que je suis tenté de penser que nous, au Sénégal, on se réfère toujours au passé. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en 2015. Quand on fait des choses, on nous dit qu'il faut se référer à l'UCAD qui est né en 1950. Donc c'est pas, je pense que c'est beaucoup plus, comment on appelle, profond que cela. Voilà, pour Michel, le troisième modérateur, en fait le troisième exposant, docteur Gaï. Bon, les facteurs de réussite de vos étudiants, je pense qu'il y a Campus Seine qui a contribué. Voilà, donc merci. J'ai une question à poser à monsieur Diouf. C'est ma deuxième fois que je suis vos exposés et j'ai l'habitude de lire vos écrits quand même. Mais il y a une chose que vous l'avez dit en 2012 à Thiès et je l'ai lu plusieurs fois. Vous dites que un emploi créé n'est pas un chômeur en moins. Et je me dis que statistiquement parlant, mathématiquement parlant, c'est pas compréhensible. Donc je voudrais que vous y reveniez. Donc merci beaucoup, monsieur le directeur. Moi, je voudrais d'abord magnifier l'organisation de cette journée. Je viens d'apprendre que ce n'est pas la première édition. Et je crois que c'est une journée qu'il faut toujours essayer de perpétuer. Parce que je me rends compte de la pertinence de l'organisation de cette journée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les élèves qui sont dans la région ignorent aujourd'hui l'utilité de cette université. Il y a des filières innovantes qui aujourd'hui sont beaucoup plus appréhendées par les anciens étudiants qui ont fréquenté l'université de Dakar, par exemple. Aujourd'hui, on se rend compte que si nos élèves avaient saisi les opportunités qu'offre cette université, ils n'allaient pas se casser le bec, excusez-moi, à Dakar ou bien à Saint-Louis, dans des conditions d'études exécrables qui ne facilitent pas la réussite. Donc aujourd'hui, je voudrais proposer à monsieur le recteur de l'université, le professeur Lamine Gueye, de tenter parfois au cours de l'année académique de décentraliser ces sens, que je pourrais appeler des séances de familiarisation avec l'université,
de Bambey, surtout de ces filières innovantes. Parce que vous avez quand même des profils d'entrée qui sont aujourd'hui présents dans la région. Par exemple, le lycée technicien de Diourbel, où il y a des séries G, des séries techniques, mais également la série S2. Donc je voudrais donc proposer à monsieur le professeur parfois d'identifier un certain nombre d'établissements d'enseignement secondaire général et d'aller présenter également le vrai visage de l'université de Bambey. Ça pourrait permettre à ces élèves-là de savoir pourquoi ils doivent venir ici à cette université. La deuxième question, j'ai déjà abordé la question au niveau de la visite de stand avec le professeur Lamougué. C'est comme les jeunes ne parviennent pas à saisir cette opportunité. Pourquoi l'université n'a pas suffisamment d'audace pour s'ouvrir aux professionnels? Parce que Dieu sait qu'il y en a il y a beaucoup de demandeurs. Il y a des professionnels aujourd'hui qui demandent des affectations à Dakar ou bien la proximité de Saint-Louis pour pouvoir bénéficier de ces offres de formation. Parce qu'en France, il y a des veillards qui, après la retraite, passent le bac et continuent à faire des études à l'université. Donc vraiment, je voudrais que l'université s'ouvre aux professionnels. Disons une question assez pertinente, je ne vais pas me dédouaner. Le rôle du psychologue conseiller est un rôle clé. Malheureusement, je n'interviens qu'au niveau de 2 paliers. 3e terminal, c'est-à-dire au niveau de la charnière. Nous sommes limités en nombre. Présentement, au-delà de ma personne, je suis accompagné par 3 collègues femmes. Vous connaissez les exigences pour couvrir toute une région. Au moins, nous nous payons le luxe de ne négliger aucun établissement. Même le privé est investi. Maintenant, pour pallier maintenant à ce déficit d'information, voire d'accompagnement, j'ai proposé mes services aux autorités académiques, voire administratives, puisque j'ai quelques compétences en leadership transformationnel. Plutôt que de passer toute ma vie à répéter les mêmes dispositions, les mêmes informations, cibler les personnels administratifs et les former en leadership transformationnel. Donc agir sur les perceptions et les représentations pour les amener une fois une structure à peut-être actualiser les compétences et à pourquoi pas renforcer celles de différentes équipes d'enseignants. Bon, c'est une question un peu rigide, mais sachez que je suis là depuis 21 ans. J'ai renoncé à des postes, j'ai renoncé à des contrats avec des organisations, même si je fais un peu de consultance souvent. Mais c'est un sacrifice auquel tout le monde n'est pas soumis. Voilà. Donc sur cette question, je ne me dédouane pas, je suis un acteur imprégné et engagé, mais avec les moyens que j'ai. Pour ce qui est des apprentissages, je crois que le souci, c'était que en aval, si vous n'agissez pas de la sorte, vous risquez d'avoir des copies qu'il serait pratiquement impossible de corriger. Autant vous passerez votre temps à corriger des fautes. Parce que le problème, je crois, dans nos universités comme dans nos écoles, c'est celui qui a été soulevé par le professeur Souleymane Bachir Diagne. Nos produits ont des problèmes déjà avec les connecteurs logiques. Mais où est donc hors d'écart? Donc, vous écoutez les étudiants à la télé, les élèves dans les mouvements de grève, etc., mais à la radio ou dans d'autres stations, mais vous avez du mal à vous approprier en tout cas le cursus, en tout cas qu'ils ont suivi pour en arriver là. Vous posez des questions. Et c'est toutes ces difficultés que l'université prend en charge. Maintenant, en tant qu'acteur, que l'on soit recteur, vice-recteur ou directeur d'UFR ou de faculté, nous avons en tout cas la charge de corriger toutes les erreurs du passé. Et nous savons tous que souvent nous sommes aussi, quel que soit par ailleurs notre engagement, notre motivation, nous avons aussi d'autres obligations. Et si tout le monde peut être avec le souci de prendre en charge, voire de remédier à ces différentes situations, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais il y a énormément à faire et ce sont les universités qui héritent malheureusement donc, de nos incertitudes, voire de nos insuffisances. Et je crois que c'était ça le souci, plutôt que de reproduire le savoir comme je l'ai dit, mais d'amener au moins les étudiants, en tout cas dans les travaux pratiques ou dans les TD, à reproduire des copies qu'on peut peut-être lire sans grande difficulté.
Donc c'était ça le souci. Merci. Remarquer la présence de mon ami de près de 17 ans, M. Massamba Sek, un ingénieur de très grande qualité. Je sais qu'il a beaucoup accompagné les mutations de l'université à l'UDIO. M. Sek, soyez remercié parce que je vous connais personnellement et je salue la hauteur de votre expertise. Je suis obligé de resserrer mes propos parce qu'on me signale qu'il y a des gens qui retournent à Dakar à Kaolack. Monsieur, je dis, bon, vous m'avez dit mathématiquement, ce n'est pas compréhensible, mais raisonnablement, on le comprend. Tu peux créer 500 000 emplois, tu ne diminues pas le nombre de chômeurs. À titre d'exemple, notre université, nos universités classiques continuent à produire en très grande quantité des diplômés qui aujourd'hui forment le panorama des 2 millions de chômeurs. Le ministre de l'Emploi nous a donné des chiffres affolants. Nous continuons à former dans des domaines qui ne correspondent ni aux besoins des entreprises ni aux besoins de l'économie. Est-ce que vous comprenez? Alors que l'économie, on forme des diplômés, mais l'économie sécrète des emplois dans le domaine des TIC. Mais le potentiel d'emploi est sans fin dans le domaine des TIC. Mais il faut à ce moment-là articuler les projets d'auto-emploi pour capter ces besoins-là. Dans le domaine des TIC, dans le domaine de l'agriculture. Mais il y a énormément d'emplois, mais malheureusement, à mon avis, heureusement, je suis à l'écart du jeu politique actif de mon pays. Je peux dire mon point de vue, même si ça peut paraître un peu discourtois. Mais il ne s'agit pas de demander aux jeunes d'aller travailler la terre pour que les jeunes le fassent. Parce que quand on ne vient pas de la terre, je me demande comment on peut y retourner. Et pourtant, le potentiel agricole de ce pays est sans limite. Il y a énormément de secteurs, les mines, la géologie, la pédologie, l'agriculture, mais qui produisent des emplois en quantité industrielle. Malheureusement, en quantité, le profil de diplômé ne correspond pas à ça. De sorte que l'emploi créé ne diminue pas le nombre de chômeurs. Parce que les postes créés, moi quelqu'un m'a dit, on continue de me former des mécaniciens généralistes. Les entreprises m'ont dit comme McForce, nous n'avons pas besoin de mécaniciens généralistes. On ne forme pas pour former. Mais on forme dans des domaines qui ne sont plus adaptés aux besoins. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a une évolution. Malheureusement, on ne forme pas suffisamment, par exemple, dans le domaine précis, les mécaniciens de précision. Et il me fait la différence. Je ne veux pas un généraliste, je veux quelqu'un un mécanicien de précision. La mécatronique est en train de créer une révolution dans le domaine de l'emploi dans ce secteur. Malheureusement, nous n'avons pas d'institution de formation qui, justement, capte ces besoins-là. Ce qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de connexion de notre dispositif de formation, en tout cas suffisamment, aux besoins du monde professionnel. De sorte que les emplois qui sont possibles ne sont pas malheureusement captés et couverts. Voilà ce que je veux dire, et ça se comprend. Maintenant, je n'aurai pas le temps, mais je peux même aller plus loin pour vous dire que l'adéquation est la chose que je comprends le moins au monde. Parce que quantitativement, c'est possible, mais qualitativement, avec les dynamiques transformationnelles, avec l'évolution, au moment où vous semblez comprendre un besoin, il a changé. Donc l'accompagnement est nécessaire, l'adaptation est nécessaire. C'est ça que je veux dire tout simplement. Maintenant, je dis qu'au rythme où vont les choses, nous devons prendre nos responsabilités, limiter la formation dans certaines filières et dans certains domaines dans ce pays. Tant que nous ne le ferons pas, vous allez voir que les chiffres du chômage vont affoler. Voilà, excusez-moi. Voilà, d'abord quelques mots sur le panel avant de conclure. S'il y avait un résumé vraiment succinct du panel, je retiendrai deux mots: pertinence des idées venant des panélistes, mais également du modérateur et aussi du public qui a posé des questions très pertinentes, contributives. Je retiendrai aussi le deuxième mot, après pertinence, c'est l'engagement. L'engagement qu'on a senti de la part des personnes expertes qui ont été consenties pour faire le panel. La preuve, c'est l'engagement dans leur présentation, mais aussi chacun d'eux n'a pas pu finir. Ça caractérise un engagement de la part d'un enseignant, parce que ce sont des enseignants, un engagement de la part d'un pédagogue, mais aussi de la générosité. Hein, c'est ça qui a fait qu'ils ont quand même donné l'essentiel, parce que c'est leur domaine, mais ils auraient pu en donner plus s'ils avaient le temps. Je retiens donc que c'était très profitable pour toutes les personnes qui ont participé. Juste répondre à deux questions.
l'idée de décentraliser l'ouverture de l'UADB, nous y sommes déjà. Parce que le bureau d'accueil et d'orientation des étudiants, qui dépend du vice-recteur chargé des études, sillonne maintenant les établissements de la région, de la zone même, devais-je dire, pour leur présenter l'université. Et ça se fait depuis l'année passée, cette année ça a continué, mais nous avons innové pour maintenant faire les journées portes ouvertes. Et ça, c'est les premières journées portes ouvertes réellement sur le plan officiel. Et on s'en réjouit, vous voyez que les gens sont bienvenus. Nous allons continuer sur les deux formats, Inch'Allah, c'est-à-dire aller vers les établissements, présenter l'UADB avec des supports que nous avons maintenant, c'est calé. Nous avons toutes les filières, nous avons les documents PowerPoint et on ira vers eux. En plus de cela, nous maintiendrons évidemment les journées portes ouvertes. Et entre les deux, il y a l'action soutenue que nous mènerons, c'est parler tout le temps au public, aux élèves en particulier. Et c'est cela notre credo. Donc, deux actions majeures, phares, aller vers les lycéens, les collégiens, les établissements d'enseignement scolaire, mais aussi faire des journées portes ouvertes et puis parler maintenant tout le temps de notre université. C'est comme ça. Et après, in fine, les gens vont découvrir les formations qui se font ici. Donc on viendra vers vous, le lycée de Diourbel. Voilà, pour la contribution du maire, c'est études prospectives sur 10 ans, 15 ans, évidemment c'est extrêmement important. Les universités ont un rôle sur cela. Ça doit être surtout une initiative de l'État parce que pour régler le problème de l'emploi aussi, comme l'ont dit certains, il faut connaître les besoins réels de la société, les besoins réels des entrepreneurs. Je sais que tous les établissements d'enseignement supérieur avertis, ils sont eux-mêmes et le font. Nous le faisons. Je sais que l'IPG le fait et d'autres structures. Nous avons un service qui ne s'occupe pratiquement que de ça. Hein, c'est rattaché au vice-rectorat chargé de l'insertion. Il y a des agents, ils ne font que ça. Vous allez dans les entreprises, voir quel est le besoin, venir l'exposer aux UFR, les UFR convertissent les idées en formation, nous lançons les formations et nous faisons intervenir les professionnels. C'est en fait ça notre spécificité. Donc on n'attend pas que ce travail soit fait par les structures étatiques, mais évidemment les structures étatiques ont un énorme rôle à jouer parce que ça adapte très vite les formations, mais surtout on répond aux besoins de la communauté et c'est ça qui est le plus important dans nos pays. Hein. C'est important de se projeter loin, 10 ans, 15 ans, pour quand même donner des formations qui répondent aux attentes. Juste préciser une idée, M. Diaw est revenu sur cette idée parce que je la donne souvent et quand je la donne c'est en fait en guise d'avertissement et souvent si je donne cette idée c'est en tant qu'enseignant d'universitaire et non en tant que recteur. Et je restitue mon expérience en faculté de médecine. À un moment donné, à l'université, on a constaté une baisse du niveau des étudiants, mais surtout en français. En médecine, on ne voit pas de baisse du niveau scientifique parce que la sélection est là quand même. On trie fortement les bacheliers. Quand on n'a pas 36 sur le total, maths plus SVT, plus PC au bac, quand on n'a pas 36, on n'a pas de chance d'entrer en médecine. C'est même monté plus haut, maintenant on est à 40. Ce qui fait que réellement, nous n'avons pas tellement de problèmes sur le niveau en maths, en physique, en PC, mais le problème est en français. Et moi je l'ai vécu en plein parce que le niveau APC, j'étais maître de conférence et on analysait les problèmes. Et notre discipline, qui quand même véhicule beaucoup de concepts et d'idées, j'ai senti un problème. J'ai dit, mais c'est pas possible. On sélectionne de manière drastique, l'amphi n'est pas encombré, mais les notes ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Et après, j'ai commencé à aller écouter les étudiants quand ils sont en travaux dirigés avec les assistants, et aussi en convoquer même certains qui avaient de bonnes notes et qui plus ou moins nous décevaient. Et je les écoutais longtemps, et après j'ai dit, mais c'est le français. C'est le français.
Parce que quand ils étaient au TD, j'étais au fond de la salle, j'écoutais les réponses qu'ils donnaient aux assistants. Quand ils venaient dans mon bureau, je les écoutais. Et ils disaient, le prof a dit que, en amphi. Or, le prof, c'était moi. Et quand ils disaient, le prof a dit que, porter la controverse à leurs camarades étudiants ou à l'enseignant même, ils ne disaient pas ce que j'ai dit. J'ai dit, mais voilà, en fait, ils m'écoutent, je déroule mon cours, ils prennent note, mais souvent, ce qu'ils ont pris n'est pas conforme avec ce que j'ai dit. Mais pourquoi ce n'est pas conforme? C'est le français. Alors, tout de suite, j'ai dit, je change ma méthode d'enseigner parce que je ne peux pas changer le niveau en français. Ça, je vais en parler pour qu'on le change, mais ce n'est pas moi, prof de médecine, de changer le niveau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'était l'avènement de l'informatique. J'ai sacrifié plusieurs vacances. J'ai élaboré tous mes PowerPoint, inséré tous les schémas anatomiques, physiologiques, tous les croquis qu'il faut. Et quand je viens en amphi, je dis aux étudiants, ne prenez plus note quand je fais cours. Après, ils étaient là, surpris. J'ai dit non, vous m'écoutez. Vous échangez avec moi, mais vous ne prenez plus note. Et je leur amenais la raison là, et tout le monde souriait quand je leur disais, parce que j'ai vu que quand vous prenez note, vous ne prenez pas ce que j'ai dit. Et après, évidemment, pour un médecin, c'est dangereux de prendre une idée qui n'est pas bonne. Alors donc, je leur dis, écoutez, voilà le PowerPoint, et vous suivez. Évidemment, j'ai décortiqué tout, parce qu'on a plus de temps. Mais après, quand ils me disaient, mais professeur, comment on va faire maintenant pour bûcher? Parce qu'un PowerPoint ne suit pas. Je leur dis, tout ce que vous deviez noter, il est sur ce document Word. Et là, je sais que s'ils ont le PowerPoint, qu'ils ont le document de Word, il n'y a plus de problème. Le prof a dit que ce que j'ai dit, c'est ce qui est sur le poly. Et dès que je l'ai vu, les discussions se sont tassées au TD, mais surtout à ma satisfaction, les notes ont grimpé. Et le taux de réussite dans notre discipline physio-neurophysio est devenu extraordinaire, spectaculaire. Je gagnais moi du temps, mais aussi j'étais tranquille qu'enfin ils disent plus le prof a dit que, alors que j'avais pas dit. Et voilà donc, pour vous dire, il faut innover. Il faut innover, hein. Ça aussi dans la méthode d'enseignement là, il faut que ça soit, qu'il faut qu'on se fasse notre critique. Moi j'étais mal à l'aise parce qu'on se donnait tout le labo et les notes ne sont pas bonnes. J'ai dit mais il faut que je vois pourquoi c'est pas bon. Donc nous aussi en tant qu'enseignants, on doit avoir ce retour, cette prospection de réfléchir et dire mais quel est le problème? Cette introspection, comme le diraient certains juristes ou politiques, et cette introspection même permet d'innover, mais dans la méthode d'enseigner. Et voilà, et depuis lors je l'ai épousé. Hein. Depuis lors je n'enseigne plus moi en amphi et que les étudiants prennent note. Ils m'écoutent. Je veux ils viennent à l'amphi avec zéro papier, mais ils m'écoutent. Ils m'écoutent, mais parce qu'ils auront le cours. Maintenant, quand ils bûchent, ils ont de bonnes notes. Quand ils ne bûchent pas, maintenant, on ne peut rien pour un étudiant qui ne bûche pas. Voilà, pour aller maintenant un peu vers les conclusions, je ne sais pas si le vice-recteur veut dire un mot. Non, je conclue. Bon, voilà, parce que quand même, d'abord remercier le public qui est présent ici, avant de venir aux panélistes. Ces témoins que vous avez envie de connaître. Et ça, moi, je vous félicite. Je vous félicite d'avoir été là. Voilà. Je vous félicite d'être resté jusqu'à cette heure-là, malgré la chaleur, malgré votre fatigue, malgré que certains vont retourner jusqu'à Dakar, ou encore 3 heures de route. Vous avez soif de connaissances. Je vous félicite. Continuez comme ça et vous n'allez pas le regretter. Félicitez l'établissement qui domine, on ne s'en est pas, l'IPG qui est resté jusqu'au bout. Je vous félicite. Alors, féliciter et remercier les panélistes, hein, M. Diao, M. Diouf et le Dr Gaï, qui se sont donnés, qui nous ont amené beaucoup d'idées pertinentes. Je pense que chacun a tiré profit et que nous continuons dans cette lancée. Le Dr Gaï, ce n'est pas la peine que je l'invite, il est là, il est engagé, on le sait, il se donne, il est enseignant ici. Que M. Diouf et M. Diao maintiennent le contact avec nous, considérez que c'est votre université. Je ne sais pas si vous intervenez encore à l'université, mais si toutefois je pense que vous intervenez, parce que c'est peut-être là qu'ils vous ont choisi. Si ce n'est pas le cas, on sent nettement qu'on a besoin que vous interveniez, que nos enseignants interfèrent avec vous, que vous interveniez dans les formations. Je retiendrai particulièrement l'idée de formation au leadership. Fondamental, les étudiants ont besoin de leadership.
Et l'un des projets intéressants, faciles à faire, c'est de prendre tous les délégués d'étudiants et de les former au leadership. Ça, c'est extrêmement important. Je lance l'idée, je sais que le vice-recteur saisira cela au rebond, parce que j'ai eu à le faire dans une autre université, quand les délégués, à un moment donné, je leur parlais de l'esprit de leadership, de faire utile au lieu de faire des grèves. Ils me disaient, mais professeur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? J'ai dit, mais il y a tellement de choses à faire que des grèves. Et après, j'ai eu la chance de côtoyer justement un créateur aussi d'école privée, je ne cite pas le nom pour qu'on ne croit pas que je fasse de la publicité, mais il est très bon, réputé, qui a aussi créé un énorme institut. Je l'ai amené à Saint-Louis et lui, il a vite compris. Il est venu en basket, en t-shirt, il m'a dit, donnez-moi vos délégués là. Il les a mis dans un amphi, ils ont échangé toute journée, il était leur égal, et il les a formés en leadership pendant 3 jours. Mais quand ils sont revenus, c'est eux qui me disaient, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Donc ça c'est important. De même, la psychopédagogie est fondamentale. Hein? Et vous êtes là, près de nous, il faut vraiment qu'on maintienne. À l'inverse, moi je vous propose, j'ai entendu que vous avez quand même les difficultés pour l'inscription des élèves sur campus, etc. parce qu'ils ne maîtrisent pas encore l'informatique, ils n'ont pas d'adresse email. Et moi, dans ma stratégie, je suis le détecteur des problèmes dans mon environnement. J'ai senti qu'il y a un problème, or nous avons de l'expertise sur ça. Moi, je pense que ça aussi, le service de la communauté peut vous aider. Ce sont les étudiants qui iront, en voilà un, qui peut aller et vous régler ces problèmes. Hein. Il vient avec un groupe, se répartissent dans les lycées, forment les élèves au BABA de l'Internet, leur font ouvrir même leur adresse email avant de partir. Je vous propose cette collaboration comme vous avez un discipline de ressources humaines. Voilà, et ça je pense que c'est du concret. Remercier le modérateur qui a été aussi généreux que tout le monde et aussi toujours pertinent, hein, pertinent parce qu'il a beaucoup d'expérience, il est intelligent mais aussi il est dans son domaine. Hein? Il est directeur du FR, je vous signale, et il est passionné par ce qu'il fait. Et aussi, je le remercie beaucoup. Et enfin, aller vers les remerciements maintenant concernant toute la journée, il y a une personne à applaudir, vraiment applaudir, c'est le vice-recteur. Si vous avez vu tout ce monde, tout ce programme hyper bien fait, malgré les 3000, il vient de me dire que les évaluations ont montré qu'aujourd'hui il y avait 3175 élèves. C'est historique ça. C'est grâce à son dévouement et son engagement. Depuis plusieurs jours, il ne dort plus et pourtant il a des charges parce que c'est le vice-recteur étudiant. Mais bon, vraiment, merci et félicitations. Félicitez tous ceux qui vous ont appuyé, commençant par votre collaborateur direct et égal, le vice-directeur coopération, tous les directeurs du FR, tous les responsables de vos services, c'est pas la peine que je cite tout le monde, mais évidemment sans oublier l'engagement des étudiants qui ont été en premier plan, les délégués d'étudiants et tous les autres étudiants. Vraiment, on aurait voulu vous garder encore, mais on aura d'autres opportunités pour vraiment aller vers la clôture. Je remercie tout le monde. Je remercie M. le maire qui est tout le temps chargé, mais qui arrive chaque fois quand même à venir, à nous accompagner. Merci et transmettez nos remerciements aussi bien au maire qu'à Madame la présidente du conseil départemental. Je souhaite à tout le monde un bon retour et aux autres qui sont de Bambey un bon repos. Merci.